Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Hexagone, actualité. Emmanuel, première question, est-ce qu'on peut parler de la continuité de l'Amé-Kan-Feneg? La signification, le symbole, c'est quoi? Alors le symbole, il est fort, hein, c'est notre définition. L'Amé, c'est l'océan. C'est donc la traversée, la traite négrière. Kan, c'est la canne à sucre. C'était l'or blanc à l'époque. C'était l'objet de l'esclavage colonial. Fait, c'est le fer des chaînes. Mais on dit aussi, le monde qui apprend fait. C'est la misère qu'ont vu nos aïeux dans ce système-là. Et nègre, c'est comme ça qu'on nous appelle nègre. Nous sommes des Lamé-Kan-Feneg. C'est comme ça qu'on a créé ce concept, ce mot-là, avec 4 mots créoles, mais c'est un concept qui est là, qui est identitaire in fine. Emmanuel, vous vous êtes battu pour que le 23 mai devienne une date mémorielle. Elle est. On a gagné ce combat, mais de toute façon, elle était de fait. À partir du moment où, le 23 mai 98, nous étions 40 000, le 23 mai 2000, puisqu'on a mis du temps avant de créer le CM98, on a voulu réfléchir à ne pas faire n'importe quoi. Donc, sur le 23 mai 2000, on a fait la deuxième commémoration à la nation. Nous étions plus de 4000 avec des bougies à l'époque. Et ensuite, tous les ans, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il neige, nous avons tenu une commémoration de nos aïeux tous les 23 mai. On n'a jamais raté un 23 mai. Donc c'est une date de fête qui est la date nationale. Elle s'est imposée comme date nationale. Il a fallu quand même une grève de la faim de notre président de l'époque, Serge Romana, devant le Sénat pour que le Sénat revoie sa copie et accepte que cette date devienne une date nationale. Donc effectivement, nous nous sommes battus, nous continuons à nous battre. Mais là, le combat va marcher de nature quand il y aura le mémorial. Il faudra maintenant que nous combattions avec notre population, avec nous-mêmes, pour que nous nous approprions ce mémorial, que nous apprenions à nous aimer, à aimer ses aïeux, et ça va faire que nous allons nous aimer nous-mêmes. Et les noms qui sont affichés, c'est extraordinaire, hein, ça c'est... Ben écoutez, il y aura 234 000 noms, c'est plus de 90% des noms des Antillais, Guyanais, Réunionnais, Saint-Martinois. Et je crois que c'est essentiel parce que ça veut dire qu'on les a retrouvés. Ça veut dire qu'on les a mis à la postérité et c'est ça qui est essentiel. Dernière question maintenant, il s'agit de parler de dédommagement, mais c'est impossible. Alors la question qui est posée pour nous, dédommager quoi? Réparer quoi? Nous savons, nous, quel est le mal de ce système dans nos consciences. Nous nous considérons comme des hommes de deuxième génération, nous sommes des deuxième catégorie de citoyens. Nous n'osons pas suffisamment. Nous avons des troubles de l'estime de soi, dans les problèmes identitaires. Et bien justement, notre travail à nous, c'est de nous réparer nous-mêmes. Je pense que c'est le problème principal. Et après, bien évidemment, il faudra se battre que des politiques publiques qui vont permettre l'émancipation de cette société au niveau économique, au niveau culturel, au niveau de la santé, au niveau psychologique. Il faut savoir par exemple que le taux de personnes psychiatriques dans nos pays est beaucoup plus important, mais énormément plus important que celui le taux de la France hexagonale. Donc il y a des vraies questions spécifiques qui sont là, et ces questions-là, il faut bien comprendre qu'il faut qu'on les considère. C'est une journée en mémoire des victimes de l'esclavage colonial. Voilà, c'est pour ça qu'elle se différencie du 10 mai, c'est vraiment consacré aux victimes de l'esclavage colonial, c'est-à-dire à nos parents qui ont été qui étaient mis sous l'anonymat, dont on connaissait ni le nom, à peine l'existence. C'était un sujet tabou, aussi bien aux Antilles qu'ici en France, pour des raisons différentes. Chez nous, c'était par rapport à la douleur, donc nos parents n'ont pas forcément voulu nous transmettre ça. Et en France, parce que c'était la honte, donc ce crime contre l'humanité, comment l'assumer? Oui, en tant que présidente de l'association Songer, vous avez fait un discours un peu politique quand même. Hein. J'ai fait un discours que je dirais plutôt humaniste. Voilà, puisque nous subissons encore cette histoire, cette mise en esclavage. Et j'ai parlé effectivement du racisme qui a lieu aujourd'hui, du racisme ici en Hexagone, un racisme qui peut tuer. Avec Claire Hédon, la défenseur des droits, qui dit que quand même une femme noire a 50% plus de possibilités de décéder dans un hôpital qu'un homme blanc. Donc c'est vraiment une histoire actuelle. Et puis Biarritz, voilà, avec le quartier de nommé la négresse, c'est chose assez horrible. Donc le passé nous poursuit dans le présent. C'est pour ça qu'il faut vraiment se souvenir. Et aussi se souvenir pour pouvoir le combattre. Dernière question, il y avait le président du département présent, il y avait le maire, le préfet, mais aussi le ministre d'État
Donc ça, c'est une belle reconnaissance quand même. Oui, donc nous étions ravis que le ministre d'État, le ministre d'Outre-mer soit présent, qui nous a rassurés sur la construction de ce mémorial au jardin de Trocadéro. Bon, moi, la question que je l'ai posée, j'espère que ça se fera avant 2027, parce que voilà. 2027, bizarre. Oui, voilà, avant les présidentielles, parce qu'on sait que tout change à chaque gouvernement. Serge, êtes-vous conscient du travail que vous avez réalisé avec les membres de CM98? Oui, je sais en tout cas, je sais que c'est un travail. Ça a été très très compliqué, très difficile. Au tout début, en 98, il y a eu la marche, mais lorsqu'on a commencé à dire que c'était un travail pour retrouver nos parents esclaves, on nous a traités de secte, on nous a beaucoup ostracisés au départ, beaucoup, mais on a persévéré. On a pu avoir, en tout cas, une ligne directrice que Viviane nous avait fait prendre conscience du fait qu'on était fabriqué, qu'on était issu d'une fabrication du temps de l'esclavage, que l'une des conséquences les plus catastrophiques était le fait que nous n'avions pas d'affiliation à nos aïeux. Tous les peuples ont une affiliation à leurs aïeux, mais nous on n'avait pas. C'est-à-dire j'étais incapable de raconter à mes enfants l'histoire de ma famille. Ça s'arrêtait, c'est-à-dire on avait des vides. Et donc c'est ce qui nous a permis, on a compris que justement c'était une catastrophe et que s'il y a réparation à faire, c'était ça qu'il fallait réparer. Il fallait absolument qu'on retisse les liens de nos familles. Parce que sans famille, il n'y a pas grand-chose, on ne peut pas faire communauté. Donc à partir de là, on a une détermination sans faille, vraiment sans faille. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup donné de notre énergie, de notre argent, de notre santé, pendant maintenant près de 30 ans en fait. Et puis ce que je vois, c'est que ça fait souche en Guadeloupe, ça fait souche en Martinique, ça fait souche. Les commémorations du 23 mai, c'est à Saint-Denis, mais c'est à Gonesse, c'est à Villers-le-Bel, c'est à Sarcelles, c'est à Bordeaux, c'est à Marseille, c'est à Lyon, c'est à Grigny, c'est à Creil. Parce que tout simplement, des humains veulent honorer leurs parents. Et lorsque les Antillais arrivent à retrouver leurs parents, et bien ça, c'est un mouvement qui est irréversible. Donc oui, je mesure le travail qui a été fait. Et maintenant, nous avons beaucoup travaillé pour le mémorial au Trocadéro. C'était un travail pendant les dernières 5-6 années qui était un travail clandestin. On ne nous voyait pas, en tout cas moi je ne participais pas à grand chose. C'était un travail là, pour le coup, dans les couloirs ministériels, à convaincre à présenter ce projet, à convaincre des conseillers de ministres, des conseillers du président de la République, le président de la République lui-même, les ministres. Donc ça a été beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions, ça a été un chemin tortueux. Mais aujourd'hui, c'est quand même une grande nouvelle. Le président a annoncé que le mémorial sera érigé. Le budget a été trouvé, c'est réglé et normalement, le travail du maître d'œuvre va commencer très très vite. Dernière question, Serge. Vous vous êtes quand même aussi sacrifié pour le peuple domien, pour le peuple esclavagé en quelque sorte. J'ai pas vécu ça comme ça. J'ai vraiment pas vécu. Avec la grève de la faim. J'ai pas vécu ça comme ça. En fait, j'ai fait une grève de la faim parce que j'ai vu qu'on se foutait de on se foutait de nous. C'est-à-dire que faut pas que je critique trop, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le Sénat allait prendre une position sans discuter avec nous. L'Assemblée nationale avait voté la loi égalité réelle et cet article reconnaissant le 23 mai. Et le Sénat, les sénateurs, sans même discuter de la question, allaient éliminer ça. Moi, c'était quelque chose que je ne pouvais pas supporter. Ce que je ne supportais pas, c'est que le travail de centaines de personnes, le travail au jour le jour dans les archives, allait être balayé comme ça par une... Enfin, c'était un déni vraiment c'était un déni de ce travail-là, du travail d'une grande partie de la population, enfin de notre association en tout cas, de centaines de militants. Donc pour moi c'était insupportable. Et je me rappelle, c'était un mercredi. Le mercredi soir, j'étais au siège du CM98, je connaissais
la nouvelle. Je savais qu'ils allaient éliminer l'article, ça n'allait même pas être discuté en séance plénière. Et j'étais au CM 98, il y avait des membres de l'association qui étaient dans les registres à recueillir des noms. Je les voyais, c'était des femmes qui avaient des enfants qui étaient là à travailler le soir. Non, c'est pas possible, je suis rentré à la maison, j'ai dormi. Et le lendemain matin, j'ai dit à Viviane, mon épouse, Viviane Rolromana, je lui ai dit, Vivi, je vais rentrer en grève de la faim. Je lui ai dit, c'était donc le lundi, et puis ça devait passer au Sénat le mercredi d'après. C'était le vendredi 13 janvier. J'ai dit à Viviane, donc c'était le jeudi 12 juste avant, et puis j'ai dit à Viviane, mais Viviane, donc je vais commencer la grève de la faim. Je lui ai dit lundi. Elle m'a dit non, demain. J'ai dit ok, demain on commence. J'ai commencé le matin et j'ai pu la faire parce qu'il y avait toute l'association. Sans l'association, il n'y avait rien. C'est toute une association en fait qui a fait une grève de la faim. Moi j'étais là, c'est vrai, mais il faut voir les militants. La nuit, parce que en fait j'allais dormir dans une chambre, parce qu'il faisait très froid. Donc il y a une chambre dans laquelle j'allais dormir. Et dans la tente, les militants dormaient dans la tente ou veillaient à la tente. Non mais c'était, vous savez, il faudrait faire un film là-dessus. Les militants veillaient à la tente toute la nuit. Et moi je partais à minuit et le lendemain j'arrivais à 8h du matin. J'étais là et les sénateurs sont venus discuter avec moi dans la tente. Et les gens ont dit mais on ne savait pas ça. Vous voyez? Et c'est là que c'est important de comprendre que politiquement, il vous faut tous les réseaux. Nous avions des réseaux à gauche. Ok, ça a été à l'Assemblée nationale. Mais il fallait des réseaux à droite. Parce qu'une communauté, elle n'est ni de droite ni de gauche. Elle est communauté. Et lorsque vous avez un projet communautaire, il faut le faire avancer. Eh bien là, il fallait aller discuter avec les gens de droite. Et qui a été voir, en l'occurrence, le patron des sénateurs, Bruno Retailleau, pour le convaincre de ça? Ça a été Marie-Josée Allier et Éric Delucy. Voilà. Et la boucle est bouclée, c'est-à-dire on n'avancera pas dans nos pays si on est en guerre les uns contre les autres, mais on avancera autour de projets et on demande aux gens soit ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, mais on ne va pas supplier les uns les autres. On est sur une route. On est sur une route et sur cette route, ceux qui viennent nous rejoignent, très bien, mais personne ne nous dirige. Daniel, c'est un honneur que la ville de Saint-Denis accueille chaque année comme ça, le CM 98. C'est un devoir de mémoire. C'est pas un honneur, c'est un devoir de mémoire. Parce qu'il y a une communauté antillaise qui est peut-être déclinante actuellement, mais il y a une communauté antillaise assez active et qui acte par leur présence la stèle. Donc il y a eu Serge Romana, le CM 98 a débuté aussi à Saint-Denis. Il était normal que la ville de Saint-Denis continue à perpétuer cet hommage tous les 23 mai. Et l'État s'implique de plus en plus à fond d'ailleurs, parce que le ministre de l'Outre-mer était là. L'État s'implique, pas autant qu'on le souhaiterait, parce que l'État c'est un pied devant, un pied derrière, mais depuis quelques années, l'État semble avancer, cheminer avec nous dans le devoir de mémoire, mais il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à faire. La difficulté avec l'État, c'est que les paroles sont belles, mais bien souvent ne sont pas suivies d'actes. Des actions comme cette action, ce qu'on vient de faire là, c'est aussi une manière de forcer l'État à respecter ses paroles. En tout cas, on a parlé du mémorial avec les 270 000 noms qui va être fait au Trocadéro. C'est une bonne chose. L'État l'a acté depuis belle lurette, mais depuis quelque temps, financièrement parlant, on ne savait pas où on allait. Donc, nous, associations, que ce soit mémorielles ou associations luttant contre les discriminations, voire même pour la citoyenneté, nous sommes vigilants et nous avons de la chance d'avoir une ville comme Saint-Denis où les municipalités, parce qu'il faut rendre aussi hommage à l'ancienne municipalité, c'est grâce à cette ancienne municipalité que la stèle y est. Bon an, mal an, on arrive à faire vivre cette truc. Il faut savoir aussi que cette stèle, elle coûte
Et il faut la rénover chaque année. Les pastilles tombent. Tous les ans, on dépense à peu près 3 000 € à peu près pour rénover la stèle. Et c'est une réelle volonté de la municipalité. Je ne dis pas ça parce que je suis dans cette municipalité-là, mais nous avons quand même acté que tous les ans, depuis que nous sommes là, nous mettons 3 000 € à peu près pour recoller les stèles. Et que ça, il fallait le reconnaître. Et je suis très content de voir que de plus en plus de compatriotes participent à cette cérémonie, et même des compatriotes hexagonaux qui viennent parce que c'est aussi leur histoire de s'approprier l'histoire de l'esclavage colonial. Monsieur le maire, c'est un moment important pour les descendants d'esclaves de fêter aujourd'hui dans votre ville. Maintenant, c'est devenu une date traditionnelle à Saint-Denis où nous avons la chance d'avoir ce magnifique monument dans notre espace public qui, tous les jours, honore la mémoire des anciens esclaves et de leurs descendants. Il y a un grand travail qui a été fait dans lequel la ville de Saint-Denis a été partenaire par le CM 98, mais aussi la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et on est très heureux et très fiers d'y être pleinement associés. Le 23 mai, mais aussi les autres jours de l'année. Chaque année, vous allez accepter que les organisateurs viennent ici fêter. Absolument, chaque année, on a une très belle cérémonie avec de multiples associations et différentes autorités qui viennent à la fois fleurir le monument et puis raviver cette mémoire. Et Viviane, êtes-vous consciente du travail réalisé à ce jour, ce que vous avez fait, l'œuvre que vous avez mis en place? Oui, je suis consciente. Je suis consciente d'autant plus que, effectivement, quand on a commencé, je me souviens au sein du CM 98, les personnes qui participaient à ces fameux chemins de fer qu'on réalisait pendant la période de ce mois mémoriel entre le 8 et le 23 mai. Je me souviens qu'à cette époque-là, dire qu'on était descendants d'esclaves, s'affirmer descendants d'esclaves, c'était impossible. Je me souviens de témoignages où les gens me disaient « Ah, mais je suis pas encore prête, etc. » C'était une vraie découverte. Et aujourd'hui, ça devient quasiment une banalité que de s'affirmer descendants d'esclaves. Je suis d'autant plus impressionnée également au niveau des recherches universitaires. Il y a aujourd'hui au moins 3 psychologues qui ont travaillé sur la question du traumatisme transmis par l'esclavage. Il y a une d'ailleurs qui, suite à sa thèse, a publié une partie de sa thèse. Donc il y a un ouvrage. Ce sont des choses qui n'existaient pas à l'époque. Donc je me rends compte que ça a diffusé, que ce qui a été essentiel, c'est que quand on disait descendants d'esclaves, les gens réagissaient, mais quand on leur disait c'est familial, qu'on leur donnait le nom de l'esclave qui portait leur nom, ça changeait tout. Et c'est ça, ça a été ça en fait qui a été déterminant. À partir du moment on peut rejeter l'esclave, on peut ne pas vouloir se dire descendant d'esclaves, mais dès qu'on retrouve son nom, ça s'arrête. Les gens ne disent plus rien. Et je me souviens d'une dame qui disait mais c'est pas de leur faute. Et donc effectivement il faut les honorer. Et là c'est comme ça que petit à petit, force est de constater quand ton nom apparaît et que tu découvres que quelqu'un d'autre l'a porté après l'abolition de l'esclavage, tu peux pas le rejeter. Et spontanément, je crois qu'il y a en fait un sentiment peut-être de tristesse, de compassion pour cet aïeul qui a été esclave. Et pour d'autres personnes, il y a eu des liens aussi on fait des liens avec son histoire familiale, nécessairement. Et on se dit, on comprend peut-être un peu mieux les difficultés qu'on a rencontrées, ce qui s'est passé dans la famille. Et c'est comme ça, en fait, je crois que ça a pris énormément. Donc la question des noms est importante. Ce que les participants au groupe de parole que j'ai animé me disent aujourd'hui, ils me disent que ce que ça leur a apporté, et en fait, les gens ne savaient rien d'eux-mêmes. Ils ne savaient pas, ils avaient constaté qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Par exemple, leurs mères qui les élevaient seules, des pères qui ne les avaient pas reconnus.
mais sans comprendre d'où ça venait. Et je crois que tout ça a permis de se dire, ah bon, ben c'est pas que moi, c'est un système, ça vient d'une histoire, et au fond, de l'accepter et de se dire, ben, au contraire, il faut en être fier, il faut s'en saisir et en faire quelque chose. Dernière question, on a l'impression que vous êtes un peu effacé maintenant, ou vous vous êtes effacé vous-même pour laisser place à d'autres, non? Ben, dans une association, il faut savoir laisser la place. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé et puis à un moment donné, ben, on a voulu que ce soit les autres qui prennent la direction de l'association. Donc ça a été ça déjà. Et puis je pense que là, mon intention est assez claire, c'est-à-dire que je souhaite former d'autres psychologues. Donc je suis dans une autre dynamique, donc je prends des stagiaires, malheureusement pour l'instant peut-être pas suffisamment de stagiaires impliqués par cette histoire, donc j'ai envie de former d'autres psychologues parce qu'il en faut, il y a encore beaucoup de travail à faire et j'ai envie également la transmission c'est aussi l'écriture, donc il est temps d'écrire. Et on ne peut pas écrire et être dans l'action. On peut regarder si c'est vrai, si c'est vrai, si n'y a pas vrai. On peut regarder si c'est vrai. On peut regarder si c'est vrai. Je dis ma famille à moi, souffre, on va regarder si c'est vrai. On peut regarder si c'est vrai. Si c'est vrai, si y a pas vrai. Bon, nous changer, oh oui, messieurs, oh. Allez, regardez si c'est vrai. Regardez si c'est vrai. Oh, il t'a brûlé, venez-moi aller. Regardez si c'est vrai. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.